Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Laetitia Rodriguez. Alors qu'une vague de chaleur s'abat sur le sud de l'Europe, hier, d'immenses incendies ont ravagé des milliers d'hectares de forêt en Espagne, en Grèce et en France. En Gironde, les incendies se sont étendus sur 11 000 hectares et plus de 14 000 personnes ont été évacuées. Hier, au sud de l'Europe et en France, les pompiers ont continué leurs efforts pour maîtriser d'immenses incendies de forêt. Alors c'est un été particulièrement compliqué en effet, on a une sécheresse extrêmement importante avec des quantités d'eau qui n'ont pas été assez importantes sur l'hiver et sur le printemps, un mois de mai particulièrement sec et on a aujourd'hui des températures qui sont particulièrement hautes et nous les vivons aujourd'hui, vous le sentez tous. En Gironde où les incendies durent depuis vendredi, la situation est cependant contenue. On le fait aller là où on veut qu'il aille en respectant nos objectifs de protection des personnes, aucun blessé, que ce soit dans la population ou dans les intervenants, sapeurs-pompiers. Et également, deuxième objectif étant de protéger les maisons. Ces deux objectifs ont été atteints aujourd'hui. Dans la région, 14 000 personnes ont été évacuées, les incendies ayant dévoré près de 11 000 hectares de forêt. Vendredi, Macron s'est rendu sur place pour saluer les équipes d'intervention et souligner les bienfaits de l'aide européenne. Dans ce contexte, nous avons pu aussi bénéficier de la solidarité européenne. Et ce mécanisme européen que nous avons mis en place est beaucoup poussé, pour lequel nous avons contribué l'été précédent, en allant aux côtés de certains autres pays qui étaient très touchés, je pense à la Grèce. Nous en bénéficions en ce moment. Outre la France, les incendies ont également touché la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne et le Maroc. Au cours de la vague de chaleur qui dure depuis près d'une semaine, les températures en Espagne ont atteint 45,7 degrés Celsius. L'agence météorologique espagnole a indiqué que la vague de chaleur prendrait fin lundi prochain. Et les réglementations visant à limiter les émissions d'azote suscitent des inquiétudes aux Pays-Bas, où environ 30% des exploitations agricoles pourraient être contraintes de fermer leurs portes. Mais pourquoi l'azote est-il si préoccupant ? David Vives, correspondant de NTD, et Roman Balmakov, animateur de The Epoch Times, se sont entretenus avec un expert en évaluation des risques. Il étudie l'azote depuis environ 8 ans. Autoroutes bloquées, centres de distribution alimentaire fermés et manifestations dans les supermarchés. La nouvelle réglementation du gouvernement néerlandais visant à limiter les émissions d'azote a fait naître chez les agriculteurs néerlandais la crainte de perdre leurs terres et leur bétail. Une question se pose alors, pourquoi l'azote est-il considéré comme si dangereux ? Pour trouver des réponses, nous avons fait appel à un expert en évaluation des risques. Il étudie l'azote depuis environ 8 ans. Tout type d'activité comme la circulation, la logistique, l'agriculture produit de l'azote. On a besoin d'azote pour faire pousser les plantes ou pour faire de l'élevage. Et le problème est que chaque type d'agriculture produit, émet de l'azote, dans ce cas principalement de l'ammoniac. C'est ce qu'on peut appeler un effet secondaire de l'agriculture. Et le fait est que l'azote s'élève dans l'air, se transporte dans l'atmosphère et se dépose ailleurs. L'azote est un élément nutritif essentiel à la croissance des plantes. C'est un élément constitutif des protéines, des acides nucléiques et d'autres composés organiques indispensables. La libération d'azote par la production agricole peut avoir des effets négatifs sur les écosystèmes. Et c'est ce que le gouvernement néerlandais cherche à éviter avec sa politique. La question de l'excédent d'azote a fait l'objet de plusieurs études dans le monde entier. Mais aucune conclusion définitive n'a été trouvée. Le ruissellement des engrais ou du fumier peut entraîner une croissance excessive des algues dans les masses d'eau, mettant ainsi la biodiversité en danger. Anne Kamp précise qu'il s'agit du principal effet secondaire connu. Le gouvernement néerlandais a défini des charges critiques pour l'azote, c'est-à-dire une limite à ne pas dépasser. Anne Kamp explique que la formulation utilisée pose problème, car la notion de trop d'azote n'est pas précise. Le terme « charge critique » est le terme employé. La définition est la suivante, au-delà de laquelle un certain risque pour un écosystème augmente. C'est une définition très difficile à utiliser parce que, encore une fois, le délai, le type de dommage, de quoi parlons-nous exactement? Quel type d'expérience avons-nous fait pour définir une charge critique? Beaucoup de questions se posent. Et le problème est que le gouvernement néerlandais a décidé que ces charges critiques sont liées à la qualité de l'habitat que nous avons. C'est donc une approche très étrange de cette question.
Il affirme également que le gouvernement devrait effectuer une analyse coût-bénéfice avant de mettre en œuvre une réglementation qui modifierait les émissions d'azote. Mais la norme selon laquelle le gouvernement évalue les risques liés à l'azote n'a pas été documentée. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça marchera? Ou pas? En tant que scientifique, on peut dire c'est la règle que nous voudrions voir. Attendez une minute. Comment cela se traduira-t-il dans l'ensemble du système de production alimentaire, de logistique, de vente et de consommation? On doit savoir tout ça. Nous n'avons jamais fait cela avec ces charges critiques, ce qui est inédit et très peu scientifique, mais qui donne aussi des résultats très étranges. Par exemple, si nous interdisions toute l'agriculture aux Pays-Bas, ces charges critiques, environ les 3/4 d'entre elles, ne pourront toujours pas être respectées. Donc, nous serons toujours au-dessus de ces charges critiques. Et encore pire, si nous évacuons tout le pays, de tous ses habitants, tous, je pense que 40% de ces charges critiques ne pourront toujours pas être respectées, ne seront encore trop hauts. Les agriculteurs affirment qu'ils sont injustement qualifiés de pollueurs, alors que d'autres secteurs tels que l'aviation, la construction et les transports contribuent également aux émissions et sont soumis à des règles moins strictes. Cela amène des agriculteurs à penser que le gouvernement les vise spécifiquement. David Vives, NTD News. Et l'Union européenne a décidé de poursuivre la Hongrie au sujet d'une loi que le pays a mise en œuvre pour protéger les mineurs des contenus LGBT. C'est la plus récente guerre des valeurs au sein de l'Union européenne. L'action en justice de l'UE vient s'ajouter à une liste d'âpres confrontations entre le Premier ministre hongrois Viktor Orban et les principaux membres de l'Union européenne. L'affaire porte sur une loi que la Hongrie a promulguée l'année dernière. Elle interdit l'utilisation de matériel considéré comme promouvant l'homosexualité et le changement de sexe dans les écoles. Le gouvernement Orban vante cette loi comme protégeant les enfants. Le Premier ministre se présente comme un défenseur des valeurs familiales traditionnelles. La loi a été critiquée par certains groupes et organismes de surveillance comme étant discriminatoire envers les personnes LGBT. En réponse, l'exécutif de l'UE a privé la Hongrie de $2 milliards d'aide. Motif invoqué par l'UE, des différends liés aux questions homosexuelles, ainsi que des désaccords sur les médias et les tribunaux du pays. La Russie attaque l'Ukraine et certains pensent que la Moldavie pourrait également être dans le collimateur de Poutine. Vendredi, l'Allemagne s'est engagée à ne pas abandonner le petit pays d'Europe de l'Est et à le soutenir. L'Allemagne et l'Union européenne continueront à soutenir la Moldavie malgré la pression de la Russie. C'est ce qu'a déclaré vendredi la ministre allemande des Affaires étrangères. Elle a affirmé que l'un des principes de l'UE est de ne laisser aucun pays seul dans une telle situation, aussi petit soit-il. L'Allemagne a promis 40 millions d'euros en soutien budgétaire direct à la Moldavie. La ministre s'est exprimée lors de la conférence de soutien à la Moldavie dans la capitale du pays. L'objectif principal de la conférence était d'aider la Moldavie à fournir un logement et des produits de première nécessité aux réfugiés d'Ukraine. Les autres sujets abordés portaient sur la question des énergies, le soutien à l'état de droit, l'amélioration à la gestion des frontières et la résilience économique. Et la valeur géopolitique du Sri Lanka a apporté des opportunités à la Chine. En étendant son contrôle dans la région Indo-Pacifique, la Chine a absorbé le Sri Lanka dans son initiative des nouvelles routes de la soie. Aujourd'hui, Pékin est devenu le premier prêteur du pays. Examinons de plus près comment le Sri Lanka s'est retrouvé dans cette situation et comment il pourrait se sortir de sa montagne de dettes. Le Sri Lanka est situé à un carrefour important, au cœur de la région Indo-Pacifique. Tout d'abord, examinons ses atouts en termes de transport. Un port du pays, appelé Hambantota, se trouve à peine 16 km de l'une des routes maritimes les plus fréquentées du monde, ainsi que des voies de transport du pétrole. Cette voie relie deux des plus importants points d'étranglement du transit pétrolier dans le monde, le détroit d'Ormuz et le détroit de Malacca. De plus, c'est un port maritime en eau profonde, ce qui en fait un port idéal pour les grands navires de guerre. Cette géographie avantageuse a attiré l'attention de la Chine. Pékin ne s'est pas montré subtil au sujet de son intérêt pour le port. Un ancien fonctionnaire sri-lankais a déclaré au New York Times que les responsables chinois ont dit s'attendre à ce que le Sri Lanka leur indique qui passe et qui s'arrête. En plus de sa situation privilégiée, le Sri Lanka n'est qu'à quelques centaines de kilomètres des côtes de l'Inde, un grand rival de la Chine. En 2014, la Chine a intégré le Sri Lanka dans son initiative des nouvelles routes de la soie, un projet controversé que les critiques qualifient de diplomatie du piège de la dette de Pékin. Dans le cadre de cette initiative, le régime chinois offre des milliards de dollars de prêts aux pays en développement, destinés à la construction de leurs infrastructures. Mais lorsque les pays ne remboursent pas, le régime prend le contrôle de leurs actifs stratégiques, comme les ports qui pourraient s'avérer utiles à des fins militaires.
Dans le cas du Sri Lanka, Pékin a injecté des milliards de dollars dans le pays pour l'aider à construire le port de Hambantota. Mais le pays d'Asie du Sud-Est a ensuite été contraint de céder le contrôle du port à la Chine, dans le cadre d'un contrat de 99 ans. Et ce, après avoir échoué à rembourser sa dette chinoise. Voyons la situation aujourd'hui. Le Sri Lanka est confronté à une crise de la dette, mais certains pays lui prêtent main forte. Washington a annoncé l'octroi de 120 millions de dollars de subventions aux petites et moyennes entreprises du Sri Lanka. Les pays membres du G7 ont également fait part de leur intention d'aider à alléger la dette du Sri Lanka. L'Inde voisine a offert une aide financière encore plus importante, près de 4 milliards d'euros de prêts. Elle étudie également la possibilité d'un soutien supplémentaire, comme une ligne de crédit de près de 500 millions d'euros pour le carburant. Les commentaires d'un expert en affaires internationales peuvent faire la lumière sur la générosité de l'Inde. Il affirme que le pays espère réduire l'emprise de Pékin sur le Sri Lanka. Les eaux indonésiennes regorgent de trésors. Des chercheurs de l'université Flinders d'Adélaïde ont lancé un projet de 5 ans visant à examiner des milliers d'objets trouvés dans des épaves de navires. Ils espèrent découvrir de nouvelles informations sur les routes commerciales qui ont relié l'Asie du Sud-Est au reste du monde pendant des centaines d'années. Andrew Thomas de NTD nous emmène en exploration. Issue des grands empires de l'Asie du Sud-Est, cette collection est unique en son genre. Avec la collection sur laquelle nous travaillons en Indonésie et ici en Australie, il n'y a rien de vraiment comparable. Il y a des milliers de céramiques, certaines vieilles 2000 ans. Elles ont été récupérées dans des épaves de bateaux au fin fond des eaux indonésiennes. Leur origine exacte est un mystère que les chercheurs espèrent résoudre. Cette collection raconte l'histoire du commerce mondial et de l'identité mondiale dans ce que certains appellent l'ère du commerce. Les céramiques ont été fabriquées en Chine, au Vietnam et en Thaïlande. Elles étaient échangées contre des épices, des textiles et d'autres trésors exotiques. À un moment donné, au XIVe et au XVe siècle, il y aurait eu une interdiction du commerce chinois. C'est donc à ce moment-là que des pays comme la Thaïlande et le Vietnam ont pris le relais et ont commencé à fabriquer leur propre porcelaine ou leur propre réplique de porcelaine blanche et bleue pour essayer de remplir ce marché. Ce n'est pas un service de table ordinaire. Il y a un côté artistique, et des crustacés sont encore attachés à certaines pièces. Ces céramiques donnent une image détaillée de ce à quoi ressemblait le monde il y a des centaines d'années. Ces objets ont été récupérés et dispersés sans que leur lieu de découverte archéologique d'origine ne soit enregistré. C'est donc un privilège rare que d'essayer de les reconnecter avec les lieux d'où ils proviennent et de découvrir leur véritable valeur culturelle. Un éminent avocat d'Adélaïde, Michael Abbott, a fait don de ces objets. Il les collectionne depuis les années 1960. Les archéologues qui examinent actuellement ces trésors prévoient de les ramener chez eux lorsqu'ils auront déterminé leur point de départ. Voilà une mission qui cherche à faire revivre les histoires des anciennes civilisations. Andrew Thomas, NTD News. Le Great Yorkshire Show est le grand salon de l'agriculture du Yorkshire. Il se déroule dans le nord de l'Angleterre. Des champions en élevage bovin ont participé à la grande parade, dont l'un a remporté la couronne de champion suprême du bœuf. Jane Werrell de NTD était sur place. Le titre de champion suprême de la viande bovine revient à cette race blonde britannique. Elle mène le défilé d'environ 150 bovins dans le ring principal, l'un des temps forts du Great Yorkshire Show, le grand salon de l'agriculture. On y croise aussi cette race distinctive, un favori pour beaucoup, le Highland. Voici le Charolais qui fête ses 60 ans cette année et le Shorthorn qui fête ses 200 ans. La race Shorthorn est originaire de Durham, dans le nord-est de l'Angleterre. Nous avons rencontré les membres du conseil d'administration de la Shorthorn Society avant le défilé. La généalogie des Shorthorns ou cornes courtes a été mise en place par un monsieur Coates. Il a mis en place le livre généalogique il y a 200 ans. C'était le premier élevage de bovins enregistré en tant que société de race. C'est pourquoi la Shorthorn est la race bovine reconnue depuis le plus longtemps dans le monde. Et pour les agriculteurs, cette race n'est pas qu'un simple élevage. Je suis tombé amoureux de la race. Mon père est passionné par la race. Mes enfants sont très impliqués dans la race et mon fils James prend beaucoup de décisions concernant l'élevage maintenant. Cela m'a donné un réseau d'amis que je n'aurais jamais eu, même s'il s'agit de gagner de l'argent et que nous vendons des taureaux et des femelles pour gagner de l'argent. Nous sommes dans le métier pour gagner de l'argent. Il s'agit de ce réseau plus large et de ce que cette race m'a donné en tant que personne et continue à donner aux gens. Nous avons eu 70 enfants qui ont participé à l'évaluation des animaux hier dans le ring.
Voir la prochaine génération arriver est vraiment inspirant et de ce fait, moi-même et d'autres membres du conseil d'administration assis là, cela nous pousse vraiment à vouloir nous assurer que nous continuons à développer la race pour tout le monde. C'est un aspect de la race, c'est le côté spectacle. Pour moi, le point culminant serait de sortir tôt le dimanche, le samedi matin, avec personne autour, juste marcher parmi mon bétail et passer du temps avec lui. Son fils travaille aussi avec cette race bovine. Je pense qu'il y a quelques années, beaucoup de gens auraient opté pour des races plus continentales comme la Simmental, la Limousine ou la Charolaise. Et je pense que maintenant, les gens commencent à voir qu'avec le prix des engrais et des aliments pour animaux qui augmente tellement, vous savez, une vache à la chair facile, au moins une Shorthorn qui peut se contenter de l'herbe, ce serait beaucoup plus rentable à l'avenir. Le grand défilé de bétail était de retour dans le ring principal vendredi après-midi au moment de révéler le champion laitier. Jen Werrell, NTD News. Et nous terminons ce journal en compagnie d'un artiste peintre. Les splendeurs du Tibet ont débarqué à Rome grâce à la nouvelle exposition du peintre chinois Han Yuchen. Selon les responsables du musée italien, l'exposition propose la spiritualité comme remède dans un monde moderne sans répit. Eddie Aitken de NTD nous raconte cette exposition. Le Tibet, avec ses paysages à couper le souffle et sa culture millénaire, est arrivé à Rome, grâce aux œuvres du peintre chinois Han Yuchen. L'exposition de 40 peintures à l'huile emmène les visiteurs dans un voyage à travers la beauté naturelle et spirituelle du Tibet. Le peintre a passé de longues périodes à voyager entre les hauts plateaux et les vallées depuis 2006. Le commissaire de l'exposition Gabriele Simongini explique que pour l'artiste, les progrès technologiques et la croissance économique continue correspondent à un déclin moral et ont un impact sur les relations humaines. On pourrait avoir l'impression que le peintre représente un monde éloigné de nous. En réalité, tout ce que Han Yuchen peint est très proche de nous. Han Yuchen a passé plusieurs mois par an dans des tentes ou chez des familles locales, afin d'échapper à la Chine, qui pendant la révolution culturelle a forcé sa famille à vivre en exil parce qu'elle était considérée comme contre-révolutionnaire. Il y a sûrement une position critique, une réflexion critique de Han Yuchen sur la liberté, sur le mode de vie dans le monde contemporain, qui est aussi influencé par le triste événement qui a conduit sa famille à être exilée à la campagne pendant tant d'années. Il y a donc ce genre de réaction. Pour lui, le Tibet représente aussi cela. Il représente la pureté, la possibilité de respirer. Les œuvres sont divisées en 3 sections et témoignent du profond lien moral et spirituel du peintre avec la région. Dans la première section, Paysages, on trouve de vastes pâturages, des troupeaux de yaks noirs, des troupeaux blancs de moutons et de chèvres tibétains, et de petits drapeaux de prière colorés effilochés par le vent. La deuxième section, Portraits, présente des femmes souriantes et amicales, et des hommes sérieux et réfléchis. Dans la dernière section, Spiritualité, Han Yuchen dresse le portrait de gens simples habitués à vivre avec peu de choses, dans un lieu où l'altitude donne à ses habitants le sentiment très net d'être plus proche du ciel. L'exposition intitulée Tibet, splendeur et pureté se tient au Palazzo Bonaparte de la Renaissance, à Rome jusqu'en septembre. Eddie Aitken, NTD News. Et c'est déjà terminé pour NTD Actualité. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous invite à rester avec nous pour les programmes qui vont suivre.